Vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM, l'émission de l'initiative grecque, collectif d'immigrés grecs à Paris. L'émission Radio Frico du coup d'aujourd'hui, ça va porter sur une lutte du nord de la Grèce, de la région de Chalkidiki, si je dirais en français, contre l'extractivisme d'or par une compagnie canadienne. Enfin, bon, bref, on en parlera un peu plus tard. Et les luttes écologistes Enfin, du coup, on a discuté avec des camarades de là-bas qui luttent contre ces extractions. Et on a ici invité une camarade qui a fait un documentaire sur la lutte là-bas. Le documentaire s'appelle « Nous ne vendrons pas notre avenir ». Ça Poulisme Tomelanos. Et du coup, elle s'appelle Niki Velisaropoulou. Et il y a une dizaine de projections par an qu'elle organise, si vous voulez organiser des projections avec elle. Et apparemment, la suivante est le 17 avril au Havre, au hangar... C'est comment ? Le hangar 0 ? C'était ça. Voilà. Si tu veux compléter un peu, je ne sais pas si j'ai tout dit. C'est à 18h. Voilà. Je ne vais pas être présente, mais il va y avoir une projection à Havre, si vous voulez venir. Bonjour. Bonjour. Ah oui, voilà. Les projections sont dans le but de sensibiliser, de soutenir la lutte de là-bas. Du coup, voilà. Et elle complétera les interventions des camarades de Merali Panaya avec qui on a discuté là-bas. Oui, du coup, on parle, comme on a dit, on parle de la région de Chalkidiki ou Chalkidiki, qui se trouve dans le nord de la Grèce. L'histoire de la région, elle est avec les activités minières et les extractions remontent vers l'Antiquité, la période romaine, et pratiquement il y a eu une continuité jusqu'à nos jours. Mais ce qui nous intéresse, nous, dans le cadre de cette émission, c'est l'histoire à partir de 2003, où l'entreprise précédente, qui s'appelait TVX, si je ne me trompe pas, a été forcée de quitter la région, de quitter la mine, parce qu'elle utilisait une méthode qui a été... Elle a fait faillite. Elle a fait faillite ? Ah, elle a fait faillite, pardon. Elle a fait faillite. Il y avait un accident, qu'il a pollué la mer à Stratoni, et après, elle a fait faillite. Elle est partie d'un jour à l'autre. Elle a laissé son emploi à plusieurs personnes. Il était pris en charge par l'État. Par l'État. Bien sûr, quand une compagnie canadienne, quand une compagnie n'importe laquelle parte, elle fait rien pour remettre l'environnement comme il était avant. Et bien sûr, être en passion des gens qui le virent. Ok, et du coup, l'État prend possession, prend l'entreprise, et ensuite, il vend l'entreprise qui a l'autorité sur la mine à une entreprise grecque, une entreprise de BTP, une entreprise de construction, pour 11 millions d'euros, qui est ensuite vendu pour 11 millions d'euros qui est ensuite vendu à une entreprise canadienne. Donc, qui s'appelle Eldorado Gold. Qui s'appelle Eldorado Gold, qui est jusqu'à aujourd'hui l'entreprise qui mène des activités minières sur le site. Et ils ont vendu pas seulement un petit site, c'était 300, Stremata, comment on dit hectares. 317 000 hectares, où dedans il y a des villages entiers, la forêt protégée par Natura 2000, par des sites archéologiques. Et ils ont vendu tout ça pour 11 millions d'euros. Et l'Union européenne a trouvé la vente inégale et elle a mis une amende en Grèce de 15 millions d'euros. Même plus que le prix de la vente. Du coup, la Grèce, pas la Eldorado Gold. Bien sûr que non, l'Eldorado Gold, non. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus sur la région ? Qu'est-ce qu'il y a dans cette région ? Quelles sont les activités principales ? Je sais pas. C'est une région où il y a 100 000 habitants. C'est une péninsule au nord de la Grèce. Chalkidiki, c'est très beau. C'est tout ça qu'on pense de la Grèce, la mer bleu clair, des sites archéologiques, des caves mythiques, des cascades, la mer, la montagne, les forêts.
les miels, l'huile d'olive, voilà, tout ça, c'est vraiment une région très, très touristique. Elle vit par l'agriculture et le tourisme et la pêche et aussi, il y a des chèvres, voilà, il y a du vent qui se fait. Et alors, c'était une région, et c'est une région qui n'a pas tellement de chômage. Alors, il n'avait pas forcément besoin d'être sauvé par une entreprise canadienne qui, de toute façon, les emplois qu'elle a dit qu'elle va créer, elle n'a jamais créé. Et qu'au début, elle était censée d'avoir des locaux comme salariés. Maintenant, elle n'est même pas obligée d'avoir des gens qui travaillent, qui vivent dans la région. Du coup, finalement, il n'y a aucun bénéfice économique pour la Grèce. Mais je ne vais pas avancer sur ça. Non, on va revenir après. J'ai l'impression qu'on va revenir après. Du coup, en 2006, quand les plans pour le projet de développement de la mine des Skouries, qui est celle dont on va parler aujourd'hui, a tombé sur quand les habitants ont pris conscience de ce projet, c'est là où l'entreprise, où la lutte a commencé à s'organiser et va maintenant écouter aux camarades de là-bas qui nous en ont parlé. L'entreprise créée en 2006 présente le plan d'investissement pour le développement qui tombe entre les mains de quelques habitantes de Meral et Panaya. Et c'est là que nous pouvons dire que nous commençons notre propre action. L'initiative est créée contre la complicité dans notre village. Un collectif ouvert, un collectif qui a essayé de mettre en place des processus horizontaux dans son fonctionnement. Le premier objectif est de nous informer et d'informer le reste des villageoises. Les premières années, nous avons donc organisé de nombreux événements, intervenant dans les conseils municipaux, les conseils régionaux, les conseils départementaux, partout où nous le pouvions, nous étions présentes. En 2007, nous organisons sur le terrain, dans la montagne, le premier événement de 3 jours. Parce que j'ai oublié de dire que dans le plan d'investissement que nous avons reçu en 2006, il y a la réouverture de l'usine d'Olimpiada et l'expansion, la rénovation, etc. Et il y a la réouverture des mines de Madem Lacor, mais la cerise sur le gâteau du plan d'investissement pour le développement, c'est le 3e site de la société, la forêt de Skouries, où elle est située au-dessus de la tête du village, au-dessus de la Meral et Panaya. C'est là que l'exploitation à ciel ouvert fait son apparition. Les camarades vous en parleront plus tard. Eh bien, nous continuons dans ces années-là, toutes les manifestations avec un caractère assez dynamique, avec beaucoup d'esprit, de motivation, avec la conviction que nous allons gagner. Et du coup, on parle d'un mouvement qui est assez massif, qui est assez dynamique, qui a pu rassembler beaucoup de monde, et beaucoup de monde local, mais même ailleurs. Il y a eu des mouvements de soutien dans les grandes villes, à Athènes, à Salonique, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que ça peut rassembler tant de monde? Le mouvement, il est aussi grand, et il était beaucoup plus grand il y a quelques années, parce que c'était chaque catastrophe écologique est égale avec une catastrophe économique. Et on n'a pas besoin d'être forcément des gens très sensibles à l'écologie et les biens du planète pour être contre d'un projet catastrophique comme la création des mines d'or à ciel ouvert. Parce que ça, c'est égal à une catastrophe colossale. Ça veut dire que quand on veut faire la séparation, déjà, quand il y a une activité extractiviste, il faut déjà chercher la montagne, on crée des trous énormes sur la montagne, on enlève l'eau, la montagne sèche, les arbres meurent, les animaux partent,
ils coupent les arbres, ils font des trous partout pour trouver où ils veulent créer cette mine à ciel ouvert et à quels autres endroits. Parce qu'ils veulent quand même, vous savez, à ce moment, il n'y a plus les gros morceaux d'or qu'on voit dans les westerns, dans les films. Et on parle des poussières. Du coup, pour qu'il y ait une activité extractiviste qui va apporter de l'argent à la compagnie, il faut quand même qu'elle crée des montagnes entières. Et elle vise sur la Grèce du Nord entière. Pas seulement à Chalcidique, mais à Thrace, à Kikis, à beaucoup d'autres régions. Et ça veut dire que quand on pollue avec l'arsenic qu'il y a dans la montagne, parce que la montagne de Chalkidiki, de Skouries, Kakavos, il est plein d'arsenic. Ça veut dire que l'arsenic, s'il reste dans la montagne, ça embête personne. Mais une fois qu'on creuse l'arsenic, c'est un poison qui va passer à l'air, à l'eau, dans la mer. Les animaux vont boire, ils vont mourir, les poissons aussi. Nous, on va les manger derrière, sur l'agriculture. Qui va venir nager sur les plages, les très belles plages de Chalkidiki, s'il y a de l'arsenic dedans, et ça va causer plein de cancers. Alors, toute l'économie de la région est sautée à l'air. Le miel, les hôtels, tout. Alors, même les gens qui sont des hôtels, qui ne sont pas une conscience écologique, ce n'est pas du tout leur intérêt d'avoir cette activité à la région. Εκεί που φύτρωνε φλισκούνι κι άγρια μέντα και έβγαζε η γη το πρώτο της κυκλάμιο. Τώρα χωριάτες παζαρεύουν τα τσιμέντα και τα πουλιά πέφτουν νεκρά στην ύψη καμινό. Κοιμήσου Περσεφόνη στην άγκαλα της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Κοιμήσου Περσεφόνη στην άγκαλα της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Εκεί που σμίγανε τα χέρια τους οι μύστες ευλαβικά πριν μπουν στο θυσιαστήριο, τώρα πετάνε τα ποτσίγαρα οι τουρίστες και το καινούριο πάνε να δουν δηληστήριο. Κοιμήσου Περσεφόνη στην άγκαλα της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Κοιμήσου Περσεφόνη στην άγκαλα της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Εκεί που η θάλασσα γινόταν ευλογία κι ήταν ευχή του κάμπου τα βελάσματα, τώρα καμιόνια κουβαλάν στα ναυπηγεία άδεια κορμιά, σιδερικά παιδιά και λάσματα.
Κι μη σου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Κι μη σου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Donc, on a déjà discuté donc de comment cette région de Khalkidiki est une région minière et on était en train de dire que l'entreprise Hellenic Resources s'implante dans la région et une des questions qu'on a pu poser aux camarades qui luttent localement à Meral Panaya, c'était comment l'entreprise étrangère canadienne elle a pu profiter de la crise pour s'installer dans la région dans un contexte général de lutte des habitants contre ce projet. Donc, il faut, juste pour remettre les choses dans l'ordre, il faut rappeler que la crise économique débute en 2008, alors que les habitants de Meral Panaya sont déjà en lutte contre l'exploitation minière depuis 2006. Et les années 2006, donc 2010, sont marquées à l'échelle locale par une très grande agitation sociale contre le projet minier. Et en parlant avec les camarades, ils nous ont dit qu'environ 80% de la population locale était contre les mines. Donc c'était quelque chose qui était assez massif comme mouvement. Mais aussi, il faut tenir en compte pour comprendre ça que dans les milieux ruraux, la crise se fait beaucoup moins sentir par rapport au centre urbain, au moins jusqu'en 2012. Ίσως στην Ελλάδα, οι αντιδράσεις στο Σύνταγμα, οι μεγάλες κινητοποιήσεις στην Αθήνα κυρίως. En Grèce, les manifestations à Sindarma, la place centrale d'Athènes, et les grandes mobilisations à Athènes, en particulier les affrontements devant le Parlement grec, étaient des processus et des situations avec lesquelles le comité de lutte et surtout l'initiative avaient réussi à développer des relations. En d'autres termes, nous étions présents et présentes dans ce processus. Nous avions réussi à créer des rassemblements sur la place centrale du village, à laquelle beaucoup de gens ont participé. Dans un village, avoir 150 personnes qui participent à de tels événements, ce n'est pas rien et ce n'est pas simple. Le gouvernement grec, par l'intermédiaire de la police, n'a pas été en mesure de gérer l'affaire, car il ne s'agissait pas d'un environnement métropolitain, mais d'une opération que la police devait organiser dans une montagne. La plus grande contribution et solution à ce problème a été apportée par l'entreprise Eldorado elle-même. Car alors qu'elle était présente dans la région depuis un mois et qu'elle avait pris en charge la gestion des mines en février 2012, le 20 février, elle a choisi d'attaquer la communauté. Eldorado a rassemblé 300 à 350 mineurs et travailleurs administratifs de l'entreprise à d'autres endroits de Grèce, les a fait monter dans des bus de l'entreprise en menaçant le licenciement immédiat ceux et celles qui ne participeraient pas, et avec 150 autres, des mercenaires, les a emmenés dans la montagne. Nous nous sommes retrouvés dans l'avant-poste de lutte, autrement dit l'observatoire, où nous avons résidé pendant 3 ans, avec seulement 40-45 personnes d'effectifs, contre une foule de 450-500 travailleurs, travailleuses, qui nous ont attaqués et ont changé radicalement la donne. La compagnie s'est donc emparée de la montagne de Skouries et s'est installée dans la région. Vous écoutez toujours Radio Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM, l'émission Radio Frikio de l'initiative grecque. Aujourd'hui, on parle de la région de Khalkidiki, d'une lutte contre l'extractivisme d'or. Et là, on était en train de discuter de comment Eldorado Gold, l'entreprise canadienne, a profité de la crise pour s'implanter dans la région. Du coup, la discussion était sur le fait que, du coup, tu disais que comme ils ont vendu tous les ports, c'était dans le processus, quoi, qu'ils allaient tout, si tu veux. Oui, mais en 2008, voilà, la crise commence. La Grèce, c'est un pays avec des dettes comme tous les pays, mais avec beaucoup plus de dettes. Et après,
ils commencent à vendre les aéroports en Allemagne, les ports chinois, les trains aux Italiens, pourquoi pas les sous-sols au Canada. Voilà. Et tout ça, bien sûr, ça apporte franchement rien à l'État, ni aux citoyens, bien sûr, ni aux gens qui vivent, les peuples. Et là, tu voulais dire, Costa, des choses sur le sujet? Oui, bien sûr. On est en plein milieu de la crise. On est devant quelque chose qui est vu et qui est communiqué comme un énorme investissement sur le pays, qui va créer beaucoup d'emplois, qui va régénérer, c'est pas le secteur, comment est-ce qu'on dit ça, portugais? C'est pas. Le secteur primaire. Le secteur primaire, etc. Et donc, par conséquent, la répression est énorme. Le gouvernement adopte un discours qui dit que ces gens-là ne veulent pas l'investissement, ne veulent pas le progrès, même si ça va leur donner, ça va créer d'emplois, ça va créer de la... Oui, vas-y. En fait, le gouvernement dit ça, mais les gens qui ont voté pour ce gouvernement, c'était eux qui ne voulaient pas ces projets de mines d'or. Et le gouvernement a attaqué ces gens. Ces électeurs. Et c'est ces électeurs qui étaient choqués par un gouvernement qui les attaque. Dans les médias, ils disent qu'il n'y a rien qui se passe et que finalement, il y a un village qui s'appelle Ierissos, qui c'est un village près de la mer. C'est un bourg en vrai. C'est 3-4 000 personnes qui habitent là-bas. C'est le village le bourg le plus gros de la région où il y a de l'école maternelle jusqu'au lycée et que tous les enfants du village à côté ils vont là-bas à l'école. Et il y a la police qui un jour a décidé d'attaquer le village du matin au soir avec des gaz lacrymogènes dans le but d'arrêter des gens pour arrêter les mouvements. Et les mouvements, il faisait manifester, il essayait d'informer les gens. Et les gaz lacrymogènes étaient jetés dans la cour de l'école. Les élèves et les enfants, ils étaient choqués, en pleurs, en panique, avec beaucoup, ils ont perdu conscience. Et après, la police ne laissait pas les parents aller récupérer leurs enfants. Et ces gens, ils ont voté pour ce gouvernement. Et ces gens, ils ne voulaient plus ce gouvernement. Et c'était pas des écologistes, ces gens. C'était vraiment des gens de droite à l'époque. Alors, c'est pour ça que ces mouvements, bien sûr, c'était des gens anarchistes, des gauchistes, des gens qui étaient sensibles à l'écologie, qui ont pu informer pour tous les dégâts de cet extractivisme. Mais finalement, les mouvements, c'était un mouvement beaucoup plus large avec tout le monde dedans. Et ça, c'était quelque chose que ni le gouvernement, ni l'entreprise pouvaient imaginer. Et c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'extractivisme. Sur la région, il n'y a pas la mine d'or qui marche. Παιδιά κάτω στον κάμπο δεν μιλάν με τον καιρό, μόνο πέφτουν στα ποτάμια για να πιάσουν το σταυρό. Τα παιδιά κάτω στον κάμπο κυνηγούν ένα τρελό, τον πνίγουν με τα χέρια και τον γένε στο γυαλό. Έλα κόρη της Ελλήνης, κόρη του Αυγερινού, να χαρίσεις τα παιδιά μας λίγα χάδια του ουρανού. Τα παιδιά κάτω στον κάμπο κυνηγάνε τους
αστούς πετσοκόβουν τα κεφάλια από εχθρούς και από πιστούς. Τα παιδιά κάτω στον κάμπο κόβουν δέντρο λιβανιές και στολίζουν τα πηγάδια για να πέσουν μέσα οι νιές. Τα παιδιά μες στα χωράφια κοροϊδεύουν τον παπά, του φοράνε όλα τα άμφια και τον πάνε στην αγορά. Έλα κόρη της Ελλήνης, έλα κι άναψε φωτιά. Κοίτα τόσα παλικάρια που κοιμούνται στη νύχτια. Τα παιδιά δεν έχουν μείνει, τους προγόνους τους πουλούν κι ό,τι αρπάξουν δεν θα μείνει, γιατί ευθύς μελαγχολούν. Γυρνάω πίσω στο 9, όπου η εταιρεία ανεβάζει στο δάσος των σκουριών για πρώτη φορά. J'en ai déjà parlé, mais je reviens en 2009, lorsque l'entreprise installe pour la première fois une foreuse dans la forêt de Skoulies et commence à forer des trous dans le sol pour voir où l'usine de Skoulies sera construite. C'est aussi à ce moment-là que nous montons sur la montagne. Entre-temps, le comité de lutte de Merali Panaya a été formé et l'initiative commence à être mise en œuvre. En fait, les personnes qui composent ces organes montent sur la montagne et installent un avant-poste de lutte, parviennent en quelques jours à chasser la plateforme de forage de l'entreprise et restent à la montagne pendant 3 ans. C'est là que nous avons appris à connaître la montagne, la flore et la faune. C'est là que nous avons réalisé ce que nous allions perdre si cette histoire se poursuivait. Je vais arriver jusqu'en 2012 et ensuite je vais passer la parole, je pense aux camarades, parce que vous avez posé la question. Comment l'entreprise Ellinikos Chrysos, Greek Gold, a profité de la crise pour mettre en place, organiser et établir tout ce projet. Et je pense que le 20 mars 2012, le jour où l'entreprise a mis une bande de travailleurs et de futurs travailleurs pour détruire notre propre avant-poste et s'installer sur la montagne, à partir de ce moment-là, est une réponse à cette question. C'est-à-dire comment l'entreprise a profité de la crise. Les camarades vous raconteront la suite. Bon, vous écoutez Radio Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM, l'émission de l'initiative grecque Radio Frikio. Là, vous venez d'écouter les camarades parler de l'avant-poste de lutte qui a été installé. Est-ce que quelqu'une veut en dire plus ? Oui, comme ils nous ont dit, ils ont créé un avant-poste afin de pouvoir surveiller, de pouvoir suivre ce qui se passe dans la montagne et d'être prêt et prête à intervenir en cas où l'entreprise venait ou quelqu'un venait à effectuer des travaux destructeurs. Et ce qui est intéressant, en fait, je vais laisser la parole à Nick qui va nous parler un peu plus de à quel point le mouvement était organisé, à quel point chaque village avait mis en place des initiatives pour contrôler ce qui se passait, pour surveiller la présence de l'entreprise. Alors, le mouvement, comme on a dit, il était très grand. Et il y avait à chaque village une assemblée générale chaque semaine où les gens discutaient de l'évolution dans la montagne, qu'est-ce qui se passe avec l'entreprise, et organiser des actions à suivre.
des manifestations, des sittings, des actions, d'affichage, il y avait, moi j'étais là une fois, il y avait même des activités pour les petits, les tout petits, des dessins, mais avec thème la montagne. C'était pas un mouvement d'un âge, voilà, des gens, des adultes, non. Et ça commençait dès la maternelle, que les enfants ils ont conscience un peu de la montagne, de qu'est-ce que c'est détruire la forêt. Et les enfants dans toute leur scolarité, ils participaient à ces mouvements, aux manifestations et dans leur quotidien, dans toutes les discussions. Moi, je filmais 2 adolescents, 3 adolescents même, et plus, dans les films, on voit plus d'eux, mais j'ai filmé une dizaine d'adolescents et adolescentes qui discutaient entre eux, toujours sur de ces sujets, et de ses parents, de leurs parents qui étaient arrêtés, et parce qu'ils ont allé manifester, et de leurs camarades, que leurs parents, ils travaillaient à l'entreprise, qu'ils ont fait ce choix, et qu'il avait des problèmes dans la cour d'école, il avait des enfants qui ne se parlaient plus, d'autres qui déménageaient. Toute la société est chamboulée dans cet état. Et à chaque fois qu'il y a un problème qui se passe, après, il est repris dans les assemblées et il est discuté, et les gens, ils décident tous ensemble comment ils vont agir. Et après, il y a une autre assemblée de tous les villages qui se passent, à chaque fois pour des actions communes. Alors ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu en Grèce. Moi, en tout cas, je n'ai jamais vu en Grèce un mouvement si grand et si bien organisé. C'est vraiment... J'étais vraiment très admiratrice de ça. Et comme tu viens de dire, il y avait pas que des gens, on pourrait dire gauchistes, anarchistes, ou des gauches, ou des écolos, etc. Il y avait de tout. Des Ouais. prêtres, des fois. Oui. Et ça concernait tout le monde, finalement. Et en plus, ils ont organisé pendant plusieurs mois, comme la police est venue gazer le village d'Irissos, et elle attaquait des habitants, et elle a fait aussi 4 arrestations. Et ils ont emprisonné pour 4 et 6 mois des gens du mouvement, sans preuve, et que des gens qui étaient quand même prouvés innocents après. Du coup, ils ont fait la prison sans raison, sans aucune raison. Et imaginez, il avait on voit maintenant qu'avec ces chiffres, vous allez comprendre après la largeur, et on parle de 500 arrestations et des procès, des gens qui ont passé un procès. Et les gens, ils sont quand même été si décidés de ne pas laisser la police et l'État les envahir et les violenter, qu'ils ont mis des barrages aux entrées des villages pour surveiller pendant des mois. Les gens ne dormaient pas, ils s'échangeaient pour surveiller qui rentre, si c'était quelqu'un de la police, si c'était quelqu'un de l'entreprise, pour protéger eux-mêmes. Et c'était là, moi, que j'ai rencontré les parents des jeunes que j'ai filmés. Quand je les expliquais que je viens, parce que j'ai appris que les jeunes étaient attaqués avec les gaz lacrymogènes dans les cours de l'école, et qu'il y avait des psychologues de Thessalonique qui sont venus pour les soutenir et pour ne pas avoir des cauchemars quand ils dorment, pour pouvoir retourner à l'école. Je me dis, mais ces jeunes, comment ils prennent conscience politique et quels adultes vont devenir? Et du coup, j'ai filmé de ces 14 ans, j'ai filmé 2 filles de ces 14 ans au collège jusqu'à aller rentrer à l'université. Et j'ai vu vraiment cette évolution. Parce que ce n'était pas que les adultes, c'était toute la société qui était contre et qui sont toujours contre l'extractivisme. Parce que oui, du coup aussi, il y a eu énormément de changements dans les villages. Et peut-être qu'on peut écouter les camarades qui nous parleront de tous les changements que l'entreprise a conduits dans les villages. Oui, et ce que je vais ajouter, c'est que à partir d'un moment, maintenant on parle de la période où on est dans la phase des travaux exploratoires, des études d'amont, oui. La construction de l'usine aussi. La construction, c'est ça où je voulais venir. Le fait que une fois que la construction de l'usine a commencé,
l'entreprise a commencé à embaucher des gens. Et bien évidemment aussi des gens qui habitaient dans la région. L'entreprise a commencé à embaucher des gens bien avant en leur proposant des salaires sans rien faire. Par exemple, il avait dans les villages d'électriciens ou de plombiers ou de n'importe qui, il disait, bon, pourquoi travailler? Venez chez nous, vous n'allez pas travailler, vous allez avoir un salaire. Et les gens, c'est comme ça qu'ils ont acheté les gens. Et ce n'est pas tout le monde qui était acheté, c'était une minorité, mais c'est ça qu'il avait besoin pour commencer quand même leur œuvre destructive. Et c'est ça, quand on a interviewé les camarades là-bas, ils nous ont dit qu'il y avait une ambiance de guerre civile dans la région. C'est-à-dire il y avait les gens qui ont été achetés, entre guillemets, par l'entreprise, et c'était les mêmes gens, les gens locaux, qui ont démantelé, par exemple, l'avant-poste de lutte dans la montagne. Ils ont réussi à créer ce type de... Comment dire, Rivalité. de rivalité, oui, au sein de la population locale. Et il avait des familles qui ne se parlaient plus, qui se battaient, des frères, des sœurs, des boycottages, des cafés, par exemple, des gens qui luttaient contre la mine et que les autres ne lui allaient pas pour qu'il arrive à les boycotter, qu'ils ferment. Il y avait une guerre... ils se battaient des fois aussi. Voilà. Écoutons du coup les camarades qui nous parlent des changements dans la région. Ένα άλλο πράγμα που μπορούμε να πούμε για την παρουσία της εταιρείας είναι ότι με ένα περίεργο τρόπο έχει επιβληθεί... Une autre chose que l'on peut dire de la présence de l'entreprise est qu'une forme de gentrification particulière a été imposée à la région. Depuis le début des activités préparatoires à l'extraction en septembre 2023, on assiste à une augmentation scandaleuse des loyers dans la région, ce qui rend problématique la recherche d'un logement pour tout jeune désireux de louer une maison. Les travailleurs en sous-traitance sont prioritaires et payent à la tête, c'est-à-dire qu'ils louent un lit dans une maison où s'entassent à 8 ou 10 personnes. Ce mode de vie est considéré par l'entreprise comme du développement, entre guillemets. Le concept colonialiste est clairement reflété dans les termes du contrat entre l'État grec et la compagnie. Il n'y a pas de plan d'investissement spécifique pour le développement, car le transfert de la propriété des sols et sous-sols de la part de l'État grec a été fait dans des conditions qui permettent à l'entreprise de gérer comme elle souhaite le terrain. Le plan d'investissement pour le développement sera formulé selon les critères de l'entreprise. Si la valeur de l'or augmente, elle peut continuer à investir. Si elle baisse, elle peut l'abandonner sans aucune obligation. L'entreprise évolue en fonction de ce que disent les bourses et ses intérêts. Le gouvernement grec se contente de regarder. Le gouvernement n'a donc aucun contrôle et ne peut pas inscrire au budget les taxes qu'il percevra cette activité. Dans le plan d'investissement précédent, la métallurgie était la pilule d'or de l'investissement, car la production de métaux purs signifiait une valeur imposable qui resterait dans le pays. Une taxation claire donc. Lorsque vous avez devant vous des feuilles d'or et des lingots d'or en tant que métaux purs, ces choses sont imposables de manière claire. L'accord avait peut-être été conditionné aux dépens de l'État grec, mais au moins il était prévu que quelque chose puisse rester dans le pays selon l'ancien accord. Selon le nouveau contrat, la société n'est même pas obligée d'installer une fonderie en Grèce. En fait, la Grèce ne verra jamais d'or. L'or ne restera jamais dans le pays sous forme de métal pur, mais sera transporté sous forme de concentré vers d'autres pays, principalement la Chine. Toute la plus-value est donc récoltée par l'entreprise. Le colonialisme, c'est aussi des contrôles environnementaux et financiers qui ne peuvent être effectués sans consultation préalable de l'entreprise. En d'autres termes, ils ne peuvent être effectués à l'improviste par l'État grec. Si l'entreprise considère qu'un audit peut affecter son activité, elle peut le refuser. Et ce n'est que lorsque l'entreprise estime que cela est possible et que son activité productive n'est pas entravée que l'État grec peut être autorisé à venir vérifier ce qui se passe derrière les grilles. Ce qui est encore plus grave est le suivant. Une zone économique spéciale est créée dans la région. Tout d'abord, la Constitution ne s'applique pas. Un article spécifique dans la Constitution ne s'applique pas.
La grève est un droit constitutionnel. Il est interdit de faire grève sur les chantiers de Hellenic Gold. L'eau dans la région est également accordée. Autant d'eau que l'entreprise en a besoin. L'activité minière a la priorité sur toute autre activité économique dans la région. Si l'entreprise estime que le champ que vous cultivez, l'hôtel touristique que vous construisez sur la plage ou toute autre chose entre en conflit avec son activité, cette activité doit cesser. Par définition, par contrat, il ne peut y avoir d'activité économique qui entre en conflit avec l'exploitation minière. Ainsi, la région devient une zone de monoactivité minière, sans possibilité de développer d'autres activités. C'est la raison, ou plutôt ce sont les raisons pour lesquelles nous dirions, en termes généraux, qui nous permettent de parler d'un contrat colonial. De même, les liquidités que la société nous a dit en 2019 qu'elle n'était pas en mesure de déposer en tant que fonds propres, elle ne les a en fait jamais eus. Ils ont fini par démarrer les opérations avec un prêt auprès des banques grecques et des subventions des fonds de relance, suite à la crise Covid. En d'autres termes, l'investissement a été financé comme s'il s'agissait d'une entreprise grecque touchée par la crise, alors qu'elle appartenait en réalité à un groupe étranger. Le montant total s'élève à 880 millions d'euros, argent avec lequel l'entreprise a mené son activité préparatoire au cours des 2 dernières années, de 2023 à aujourd'hui. De plus, depuis le début, il y a eu la façon dont nous avons été traités. Pour eux, nous n'étions que des indigènes. Au mieux, des gens avec de bonnes intentions. Des gens qui n'ont pas compris. Comme tous les indigènes du monde, qui n'ont pas compris quelle richesse ils ont entre leurs mains et qui ne l'exploitent pas. Ils doivent donc nous imposer, par la force de leur conception de civilisation, de la démocratie, de la liberté, etc. Ceci est le rapport qu'ils entretiennent avec nous, mais aussi d'un autre côté, le rapport que nous entretenons avec eux. De notre part, nous avons coopéré avec les indigènes du monde entier. C'est un monde bien plus beau que celui dont eux, ils parlent et rêvent ici. Vous écoutez Radio Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM, l'émission de l'initiative grecque Radio Frica. Là, on vient d'écouter un extrait des camarades de Merali Panaya qui nous parle du colonialisme économique en quelque sorte qu'impose l'entreprise canadienne sur la Grèce et les populations locales. Oui, et en fait, quelque chose qu'ils nous ont expliqué et que aussi on retrouve dans divers projets d'exploitation économique en Grèce, et quelque chose, je pense, qui, par exemple aussi à Chios avec l'autre projet minier dont on avait parlé, c'est qu'il y a une forme de rapport colonial vis-à-vis de ces populations, pas un colonialisme politique, parce qu'il n'y a pas d'État étranger qui vient coloniser la Grèce, mais un colonialisme économique. Donc, le fait que des entreprises étrangères viennent, s'installent, imposent leurs lois, leurs règles dans la région, avec le soutien, en fait, l'appareil politique nécessaire pour toute forme d'exploitation coloniale. Cet appareil politique, il est sur place. C'est l'État grec lui-même qui adhère à cette vision du monde, de la politique, de la société. Et en fait, très grossièrement, c'est qu'ils disent aux gens, c'est que le discours médiatique du gouvernement, c'est « vous êtes en fait trop cons pour comprendre, vous êtes que des pauvres villageois, vous n'avez pas d'éducation politique, économique nécessaire pour comprendre. Donc, en fait, nous, on sait mieux qu'eux. Ces entreprises, c'est le meilleur truc qui arrivera jamais à la Grèce. Et il faut qu'on s'écrase pour eux. Pour la croissance. Oui, pour la croissance. Mais il y a vraiment une fascination envers tout qui est investissement étranger. Et finalement, c'est l'État grec qui finance. Oui, et finalement, oui, si tu veux expliquer mieux comment l'État grec finance. Comme les mouvements durent toujours, et voilà, on parle d'une lutte ça fait 21 ans maintenant, je pense, que l'entreprise essaye de faire l'exploitation et de la mine d'or à ciel ouvert. Et elle n'est toujours pas arrivée à faire ça parce qu'il y a les mouvements, parce que les gens sur place, ils ne veulent pas ça. On ne peut pas faire un investissement contre toute la population. Ce n'est pas possible.
Alors, l'entreprise, elle a fait des chantages à l'État grec. Ils sont devenus des amis de toute façon. Ils étaient toujours des amis. Ils sont du même côté. Et elle a fait un prêt de presque 800 millions d'euros de banque grecque, que c'est le peuple, la population grecque qui a soutenu après la crise économique. Et l'État grec, on parle de 240 millions de la banque grecque Ethniki, 240 millions de la banque Piraeus, encore une banque grecque, et de 200 millions de Tamiyo Anakamsis. Je ne sais pas comment on appelle. Du fonds de relance européen. Voilà, et du coup, ça, c'est quelque chose qui est destiné pour les entreprises grecques, je crois. Je ne sais pas, c'était pas forcément pour le développement, tout ça, non? C'est fonds, j'ai l'impression. Je pense que c'est de l'argent que l'Union européenne a distribué de manière totalement gratuite à toutes les entreprises après la crise Covid. Après la Covid. Alors, c'est le Canada, c'est l'entreprise canadienne qui profite et qui s'est mis garant pour ces prêts par l'État grec. Alors, de toute façon, l'État grec et la population grecque va perdre dans cette affaire. Ce n'est pas seulement qui gagne rien de cette faux investissement, mais elle finance aussi. Et aussi, je voulais dire que l'entreprise finalement canadienne, même s'il n'a pas l'exploitation d'or, elle remplit des camions entiers avec de la terre de Chalcidique et les envoie en Chine. Et là, il y a toute la séparation des micrométaux pour nos portables, nos ordinateurs, tout ça qu'on utilise maintenant. Et bien sûr, ça coûte de l'argent et ça leur amène de l'argent. Du coup, elle est vraiment pas du tout perdante. Elle attend jusqu'à ce que la résistance disparaisse. J'espère que ça va jamais arriver. Τον καιρό που μ' αγαπούσες με ρωτάς ένα πρωί στην κουβέντα μας απάνω τι είναι άραγη ζωή. Τότε γύρισα και σου είπα για άλλους είναι το κρασί, για άλλους δόξα, για άλλους πλούτη, μα για μένα είσαι εσύ. Για άλλους δόξα, για άλλους πλούτη, μα για μένα είσαι εσύ. Τώρα που άλλαξε η καρδιά σου και έναν άλλο αγαπά, απορείς μου λένε ακόμα η δική μου πως χτυπά. Μήπως τα χάσαν και εμένα δεν είναι άνθρωποι πολλοί, από μέσα πεθαμένοι και απόξω ζωντανοί, από μέσα πεθαμένοι και απόξω ζωντανοί.
Vous écoutez Radio Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM, l'émission de l'initiative grecque Radio Frikio. Maintenant, nous allons vous expliquer un peu plus la situation actuelle, en 2025 du coup, dans la région de Chalkidiki, avec la lutte, etc. Qui veut quelqu'un? Oui, les camarades de là-bas nous ont dit que l'entreprise à ce stade est bien installée dans le village. Et là, comme il y a beaucoup de gens qui bossent pour eux, il y a une destruction du tissu social. Il y a cette idée qu'on vient d'évoquer de la guerre civile, du fait qu'il y a des côtés, des différents partis opposés qui, l'un s'aligne plutôt avec l'intérêt de l'entreprise et l'autre avec l'intérêt du village, du forêt, etc. Et il y a encore une très longue série de procès qui n'ont pas encore été faits. Au total, il y a à peu près 600 accusés pour 60 différentes affaires qui étaient traitées comme des affaires du terrorisme, de je ne sais pas quoi. Sauf qu'ils se sont trouvés tous innocents. Ah. La plupart des cas, les gens, ils n'ont rien fait. Et il y avait même un procès où il y avait une vingtaine d'accusés. Et il était accusé par l'entreprise pour avoir mis le feu à l'entreprise, au local de l'entreprise, dans la montagne. Et là, finalement, après le procès, ils se sont trouvés tous innocents. Et un des salariés de l'entreprise, un ex-salarié de l'entreprise, il a dit que finalement, les personnes qui sont venues les caguler et l'attacher pour mettre le feu, finalement, c'était des salariés et même aussi de l'entreprise. Et c'était un sabotage de l'entreprise elle-même pour culpabiliser les mouvements. Mais du coup, vous voyez, finalement, les accusations, ils sont tombées assez facilement, mais ça a pris quand même des années jusqu'à ce que ce procès arrive à son terme. Pour les gens, ils ont fait beaucoup de concerts de soutien et ils ont eu besoin quand même pas mal d'argent pour pouvoir mener à terme tous ces procès. Hein. C'est comme ça que les mouvements affaiblis. C'est pas parce que les gens ils sont innocents que ça va pas les affaiblir aussi, lire toute cette situation. Mais il y a une autre chose que je sais, c'est qu'il n'y a pas un climat de conflit entre les habitants comme avant, parce que les habitants eux-mêmes qui étaient du côté de l'entreprise ont compris que l'entreprise, il les vire quand il veut, il les reprend avec des salaires beaucoup plus bas, et aussi parce que maintenant l'entreprise, elle peut ramener des salariés de n'importe où. Et du coup, il y a des gens d'autres pays qui arrivent ou d'autres régions et que finalement, ils ont compris qu'ils sont finalement les salariés spécialisés, ils vont venir et que les autres, ils vont être remplacés, ils vont rester sans travail. Finalement, ils ont fait toute cette guerre civile pour rien. Ok. Donc, c'est quoi la situation actuelle en termes de l'avancement des travaux, de qui travaille, qui ne travaille pas? Parce que on a tout le temps l'impression que ça y est, les mines sont ouvertes, ou au moins le gouvernement, par les médias, essaye de créer cette image, je ne sais pas. Du coup, c'est quoi la réalité sur le terrain? Au fur et à mesure les années, l'entreprise essaie de s'installer, de finir tous les travaux. Mais comme il y a les mouvements, il repousse à chaque année les débuts de l'extraction d'or. Et ils ont même arrivé au point de faire tous les trous de la mine d'or à ciel ouvert et après la recouvrir pour la refaire. Et c'est comme ça qu'ils justifient les prêts qu'ils ont pris de l'État grec, des banques grecques. Et là, c'est vrai qu'ils sont à un point de travaux l'usine du traitement et de séparation des métaux, elle est en train de terminer, n'est pas encore terminée. Et qu'ils pourraient être prêts à faire l'extraction. Mais il était censé de le faire là, en mars 2025, et là, c'est repoussé pour 2026. Alors, je ne sais pas non plus, finalement, à quelle date l'extraction va commencer ou si elle va commencer. Ok, on peut soupçonner l'entreprise de trouver finalement
plus profitable de traîner les travaux pour aspirer toutes les aides et subventions de l'État grec que de se mettre réellement à produire quelque chose. C'est une possibilité. Après, à un moment, ça va se faire si le mouvement est affaibli vraiment. Et c'est vrai que lutter pendant des décennies, c'est pas facile, perdre des salaires, parce que bon, quand on va manifester, on va pas au travail. Quand on laisse pour s'organiser, on va pas au travail. Voilà, il y a des gens qui, économiquement, ils ont pris cher. Mais il faut espérer que les gens, ils vont se réinventer et trouver d'autres manières aussi, d'autres actions, les manifestations vont reprendre et que l'entreprise va partir un jour. Parce qu'il y a des mouvements comme ça, comme en Roumanie, en Russie, en Montana, ils ont gagné. La mine, c'est pas fait. Espérons. Soyons optimistes comme ça. On peut peut-être passer au sujet des conséquences écologiques. Oui, parce que c'est quelque chose qu'on a évoqué beaucoup. On a parlé de dangers, à quoi face à quoi les gens se mobilisent, mais on n'a pas très bien, on m'a pas très bien expliqué qu'est-ce que ça veut dire. Donc, a priori, l'extraction des métaux, qui est une activité qu'on voit croître de plus en plus face aux exigences de la transition écologique pour les métaux rares, etc., est l'une des activités les plus polluantes de l'humanité, qui est un oxymore, parce que pour résoudre le problème face au changement climatique, on fait de plus en plus recours à des métaux rares, comme par exemple le lithium, le cuivre, dont on a besoin pour construire tous nos nouveaux appareils électroniques, etc. Et quand on dit que c'est l'une des activités les plus destructrices, c'est parce que ça a des conséquences immédiates, des conséquences très graves parfois pour l'environnement local, et aussi des conséquences qui ont une très longue durée. C'est-à-dire, le déchet produit par les activités minières reste là pratiquement pour l'éternité. Donc, dans les cas... Les cyanures, je peux expliquer un peu si... Pour séparer les métaux, l'or des autres métaux, on utilise le cyanure, qui c'est un poison très fort et que, voilà, on peut vraiment mourir. Oui, en fait, quand on parle d'une mine, peut-être on a l'impression qu'on va dans les mines et on extrait des métaux, on extrait des boules d'or qui sont comme ça, etc. Mais ce n'est pas du tout le cas. Dans notre époque, c'est-à-dire au XXIe siècle, quand on parle d'une mine, on extrait le minerai. Enfin, d'abord, on extrait le minerai qui est ce qu'on appelle stérile, c'est-à-dire les roches qu'il faut enlever pour accéder là où il y a le gisement, où il y a une concentration assez élevée pour justifier l'exploitation. Donc, on extrait tout ça, qui est de quantité, et pour peut-être même à peu près la moitié de ce qu'on extrait, totalement. Et après, on extrait le minerai, qui contient les minéraux. Les minerais, ce sont des roches qui ont une concentration assez élevée, mais quand on dit assez élevée, on parle de l'ordre de peut-être entre 1% et 2%. Donc, on extrait les minerais qui est soit le métal lui-même, soit des composés chimiques, comme par exemple le bauxite, dans le cas de l'aluminium, qui contient le métal en question. Et donc, il faut extraire tout ça, puis il faut les concasser, les broyer, les mettre et puis faire un processus chimique, soit thermique. Dans le cas du thermique, on parle de pyrométallurgie, pour arriver à des concentrations assez élevées pour pouvoir utiliser finalement ces métaux-là. Donc, ce que tu viens évoquer, ce sont des processus chimiques où on met les roches, le minéral cassé, qui quand on dit cassé, c'est de l'ordre, on fait quelque chose qui ressemble à la farine, qui est la poudre, et on met ça dans l'eau avec des composés chimiques
comme par exemple le cyanure. Des quantités d'eau énormes. Des quantités d'eau énormes. Par exemple, je venais de lire à propos d'une mine en Espagne, à Rio Tinto, où les quantités d'eau utilisées là-bas, c'est l'équivalent d'une ville de taille moyenne. Oui. Et du coup, on fait tout ça. Et après, ce qui reste, après cette procédure de tri chimique, il faut le stocker quelque part. On ne peut pas le traiter. Et c'est pour ça qu'on crée des barrages. Donc, dans le cas d'Escuriès, l'entreprise est en train d'aménager dans un bassin versant un bassin avec des barrages, des digues, pour stocker le coproduit de ces tri chimiques. Et c'est un endroit que c'était comme les lacs bleus. Je ne sais pas si vous avez vu déjà ce film. Un endroit très paradisiaque où ils ont tout creusé. Ils ont détruit ce lac parce qu'il avait un cascade, tout ça, pour faire ce barrage. Et sur une faille sismique, en plus. Ah, oui. Comment les barrages, c'est fait, c'est fait sur une faille sismique. Ah, ok. Ça, c'est génial. Du coup, ça veut dire s'il y a des travaux, il y a moyen que s'il y a en Grèce, où il y a des tremblements de terre tout le temps, ouais. C'est vraiment une très, très mauvaise idée de faire une faille avec des déchets sur une faille sismique. C'est climatico, je ne sais pas, criminel. Μιλάμε για τον Μάρκο. Ποτέ δεν δάκωσε κανένα. Τα μάτια του αγαπούσαν, αλλά φοβισμένα. Οι ιδιοκτήτες του τον είχαν το μισό καιρό δεμένο, το μισό καιρό λιτό. Ούτε κι αυτοί ήξεραν από τον Μάρκο τι ζητούσαν. Του ρίχναν ξεροκόμματα για φαγητό. Έγινε κλέφτης. Τις νύχτες έσκιζε σακούλες σκουπιδιών. Μια μέρα θα τον στέλνανε στο άσυλο. Μετά κλαίγανε, άλλαξαν γνώμη. Ξανά ο Μάρκος δεμένος λιτός. Συχνά του έδινα κι εγώ κάτι. Σκέφτηκα να τους τον πάρω, αλλά δεν ήμουν σίγουρη αν θα μπορούσα υπεύθυνα να τον αναλάβω. Μια φορά τον είχα ανάγκη. Πήγαμε μεγάλη βόλτα. Μιλήσαμε τη γλώσσα των σκυλιών. Τα μάτια. Μιλάμε για τα μάτια του Μάρκου. Τα μάτια του Μάρκου. Τα χέρια που τον δηλητηρίασαν να πάθουν καρκίνο, είπαν οι ιδιοκτήτες του. Μιλάμε για τα μάτια του Μάρκου το πρωί εκείνο. Και σκοτωμένα ακόμα αγαπούσαν, αλλά φοβισμένα. Γιατί σήμερα που ο ήλιος με κινήσεις Θεού ειδονιστεί, τα φύλλα των δέντρων γυαλίζει απάνω στα παγκάκια. Γιατί ο Μάρκος να λείπει, γιατί να μη ζει. Μιλάμε για ψέματα. Οι ιδιοκτήτες του μπορούν να κλαίνε εύκολα. Τα ίδια δάκρυα τα καλοκαίρια στα αναψυκτικά τους πιπιλάνε. Στα αναψυκτικά μας τα βουτάνε αντί για παγάκια. Τα ίδια δάκρυα κάνουν αντιπαθητικά τα καλοκαίρια. Τα δάκρυα των ιδιοκτητών που δεν ξέρουν τι ζητάνε. Το ρόλο τους καλά τον παίζουν. Κι έτσι μας μπερδεύουν. Κι έτσι μας πολεμάνε. Το ρόλο τους καλά τον παίζουν. Κι έτσι μας μπερδεύουν. Κι έτσι μας πολεμάνε.
On est sur Paris Fréquence Pluriel 106.3. Et donc ce soir, avec des camarades, on est en train de discuter de la lutte à Skouries, en Grèce, dans le nord de la Grèce. Une lutte qui dure depuis plus de 20 ans contre l'extraction minière. Et on était en train de discuter plus précisément des conséquences environnementales et ensuite sociales de ce projet. Donc, est-ce que tu peux... Oui, on était en train de parler des barrages. En fait, des barrages qui sont nécessaires pour retenir les coproduits du tri chimique, quand il s'agit de tri chimique, des processus de concentration, parce que ce qu'on extrait n'a que peut-être, si on est bien, 1% du métal ciblé dans la roche qu'on extrait. Si je peux juste préciser quelque chose, en fait, tout projet minier dans le nord de la Grèce, c'est impossible de trouver des fillons purs de métal, argent ou or, parce qu'en fait, c'est des régions minières pendant l'époque antique et notamment. Donc en fait, le métal facile à trouver, il a déjà été trouvé et extrait avec des méthodes antiques qui étaient qui n'avaient pas la technologie en fait pour faire des interventions à grande échelle. Et en fait, maintenant, on est en train de trier soit les déchets de l'époque antique, soit des régions ou des parties de la roche auxquelles, à l'époque, ils n'avaient pas accès. Et qu'en fait, les métaux sont à l'échelle de microparticules qu'il faut réassembler. Ce n'est pas du tout qu'on va trouver des blocs d'or comme, en fait, on s'imagine un peu. Et c'est le cas presque partout dans le monde, surtout quand on parle de métaux qu'on utilise, qu'on extrait depuis des siècles, comme le cuivre ou l'or ou l'argent ou quoi que ce soit. Et donc, oui, ce qui nous disaient les camarades de Megali Panayas, c'est qu'il y a un vrai danger, un vrai risque d'effondrement et de contamination conséquente de toute la région et de la nappe phréatique à partir des effondrements des barrages. Et ce n'est pas quelque chose d'anecdotique, c'est quelque chose qui se passe assez souvent. Comme, par exemple, si vous voulez ouvrir une page de Wikipédia qui liste les effondrements les plus récents, vous allez voir qu'en 2022, on a eu 2 au Brésil. En 2019, on a eu encore 2 au Brésil. On a eu un... C'est des villages qui étaient couverts avec des morts, c'est des déchets qui polluent toute la région. Des déchets toxiques. Et en plus, pour qu'on ne pense pas que ça se produit seulement en Amérique latine, on a eu des incidents comme ça au Canada en 2014, en Finlande en 2012, en Hongrie en 2010. Donc, pratiquement, une fois que l'exploitation minière c'est terminé, c'est achevé. Le digue, les barrages restent comme ça, restent sur place, avec derrière un lac, un étang, si on pourrait dire, des déchets miniers. Et ça entretient, c'est un truc qui peut effondrer et qui peut couvrir des régions et des villages entiers. Parce que bien sûr, pour l'entretien, ce n'est pas l'entreprise qui est partie. C'est l'État qui n'a plus d'argent pour entretenir. Oui, parce que l'entreprise, elle a déjà fait son truc. Elle est partie. Oui, mais au-delà, je pense que ça pose aussi une question quasiment beaucoup plus large, peut-être philosophique ou morale, du fait que, du coup, on crée ce lac toxique que juste on lègue aux générations futures. Et premièrement, on s'en débarrasse sur la responsabilité d'entretenir un espace toxique qu'ils n'ont pas créé. Et aussi la croyance que dans le futur, dans des échelles de temps qu'on ne peut même pas concevoir, en fait notre cerveau n'arrive pas à concevoir ces échelles de temps pendant lesquelles les déchets toxiques vont juste rester là, que les générations futures vont avoir la technologie, l'organisation sociale, étatique, capable de s'occuper de cet espace. En fait, on crée des problèmes et on n'a aucune vision sur des échelles des milliers d'années à quoi va, je sais pas, ressembler Skouries en 2500. On n'en sait rien. C'est un peu la même question qu'avec les déchets nucléaires.
on produit des déchets qui ont une durée de vie de centaines de milliers d'années, qu'il faut entretenir, il faut surveiller, parce il leur faut un refroidissement constant, parce que sinon, ça pose problème. Et donc, c'est ça que tu viens de dire. On lègue le problème à des générations futures, même si on ne sait pas s'ils auront la capacité de se débrouiller, quoi. Ou si, par exemple, la France, elle a beaucoup de nucléaires, qui dit que dans quelques décennies, la France va être toujours un pays riche pour les entretenir. C'est pas dit, hein. Une autre conséquence dont on nous a beaucoup parlé, c'est le drainage de la nappe phréatique. Parce que dans les cas de Skouries, dans le cas de Khalkidiki, l'extraction se fait à la fois à ciel ouvert et à la fois au souterrain. Donc, ouais. Pour pouvoir créer des mines, pour pouvoir créer des tunnels sous le sol, il faut drainer l'eau. Il faut drainer l'eau parce que sinon, ils vont être submergés. Et bien sûr, dans le village de Khalkidiki, l'eau est plus potable. Voilà. Τι άλλο προϋποθέτει η εξόρυξη και η μεταλλουργία? Προϋποθέτει κατασκευή μεγάλων φραγμάτων. Mais quels sont les autres aspects de l'exploitation minière et de la métallurgie? Elle nécessite la construction de grands barrages qui créent des bassins où les déchets du processus métallurgique seront logés. Ces bassins de résidus seront donc là pour toujours. Eh bien, ici, dans notre cas, cette zone a déjà été localisée dans la fosse de Karadza. Il s'agit d'une zone où se trouve l'une des parties les plus anciennes de la forêt de Skouries, qui a déjà été coupée et défrichée. C'est donc là que seront construits les barrages qui accueilleront à jamais les déchets du processus d'exploitation minière. Il s'agit donc ici d'un projet d'extraction d'or à ciel ouvert. Il s'agit de créer un grand cratère de plusieurs centaines ou milliers de mètres de diamètre. Cela implique l'utilisation quotidienne d'explosifs. L'exploitation à ciel ouvert sera suivie d'une exploitation souterraine. Ils créeront un énorme cratère de centaines de mètres de largeur et de profondeur. Ce cratère peut avoir une profondeur de 900 à 1000 mètres. Το πώς δουλεύουν οι μεταλλευτικές είναι έναν αριθμό μονάχα. Το φράγμα που επικαλέστηκε και ανέφερε Le barrage qui a déjà été évoqué à propos des bassins de résidus n'est pas un simple barrage, une digue, un monticule ou quoi que ce soit de ce genre. Il s'agit d'un barrage de 145 mètres de haut qui contiendra quelques 150 millions de tonnes de déchets toxiques. L'entreprise, dans ses déclarations de propagande, soutient que cette activité se fera avec de l'eau et, bien sûr, à un certain stade de la création du concentré, elle utilisera des réactifs en général. Comment et par quel processus sera réalisé tout ça? Ça ne devrait pas être notre préoccupation en tant que peuple, selon les dires de l'entreprise, car ça sera fait dans les meilleurs termes environnementaux. Oui, du coup, on était en train de parler des conséquences. On vient d'écouter les camarades nous parler des barrages. On vient aussi de les écouter parler du drainage et du dessèchement de la nappe phréatique. Et on a dit que ça, c'est quelque chose qui est nécessaire quand on fait des extractions à profondeur pour justement que les galeries ne se remplissent pas d'eau. Et donc, ça a comme conséquence les dessèchements, les sources dans les villages voisins n'ont plus d'eau. C'est-à-dire, on a aussi causé ce problème-là. Et en plus, si jamais ça va se produire, sans doute, mais la pollution à cause de l'activité de l'extraction et aussi de l'usine de traitement va aussi avoir comme effet la pollution de la nappe phréatique, de tout ce qui reste, du moins. Parce que quand on parle, dans ces cas, on parle d'une mine qui va extraire de l'or, va extraire du cuivre et aussi du plomb. Mais à 3 km du village à côté de 4000 habitants.
à 3 km du village à côté, qui a son source, qui a son propre eau, etc., etc. Mais c'est dont on n'a pas beaucoup parlé, enfin, qui est un peu sous-attendu, pas sous-attendu, même on évite de l'évoquer. C'est que normalement, dans la plupart des gisements, il y a aussi des métaux et des substances et des trucs qui sont pas agréables, pour ainsi dire. Notamment, on nous a parlé de l'arsenic. Le fait que dans ces gisements-là, il y a aussi de l'arsenic. Oui, ils avaient dit ça au début de l'émission, que dans la montagne d'Escuriès, il y a beaucoup, beaucoup d'arsenic, quelque chose qui fait... l'arsenic, c'est très polluant, c'est très toxique, et ça rend impossible, par exemple, la méthode de flash melting, c'est une méthode sans utilisation du cyanure. Du coup, l'entreprise, elle avait dit qu'elle s'engage pour faire cette... moins polluante méthode pour trouver de l'or et les séparer, mais savent comme elle savait que c'était impossible de vraiment l'utiliser cette méthode, elle n'a jamais fait un labo pour vraiment tester cette méthode. Et là, aujourd'hui, on ne sait toujours pas avec quelle méthode ils vont faire la séparation de l'or, si ça va être avec cyanure, si ça va être avec hydrargyros, du mercure, on ne sait pas, franchement. Ils disent rien scientifiquement, on ne sait pas. Et qu'est-ce qui c'est possible? Quelque chose, franchement, polluant. Donc, si je comprends bien, on est en train de construire cette usine, de construire cette installation sans pour l'instant savoir ou avoir une méthode de traitement. Et oui, et en plus, l'État grec, elle a enlevé beaucoup de restrictions pour la protection de l'environnement. L'entreprise, elle est libre à détruire sans beaucoup penser. Voilà, c'est quand même catastrophique. L'État grec ne protège pas ses habitants ni la région. Du coup, pour pas conclure, pour summarize. Oui, pour conclure. Pour conclure, on a dit qu'on a des conséquences sur la nappe phréatique. On a des conséquences par la destruction de la nature pour créer les mines, pour créer les installations, etc. On a aussi parlé des potentiels risques à cause des barrages, à cause du traitement et du stockage des déchets. Et on a aussi tout ce qu'on vient évoquer au début de l'émission à propos de la dégradation des conditions sociales dans le village, dans la région et les villages, et aussi la gentrification du village aussi. Apparemment, qui pourrait le Il avait des loyers au village, c'était à 150 €, et là c'est à 700 €, comme si c'était à Paris. Parce qu'il y a des salariés qui viennent, des salariés spécialisés, qui ne trouvent pas où louer et qui louent pour très cher. Et les villages ne peuvent pas loger tout le monde.
Vous écoutez Radio Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM, l'émission de l'initiative grecque Radio Frike. Maintenant, on va vous parler un peu plus généralement de l'extractivisme. Est-ce que, Costa, tu veux... Oui, pour replacer, donc on était en train de, pour ceux qui arrivent maintenant, on était en train de parler d'un projet d'exploitation minière dans le nord de la Grèce, à Chalkidiki, et d'une lutte qui dure depuis plus de 20 ans contre ce projet. Et en fait, si on replace ça dans un contexte plus global, c'est que, en fait, on est dans un modèle, un modèle économique extractiviste, un modèle économique qui existe depuis très longtemps, qui est en fait un modèle économique prédateur qui repose sur l'extraction de ressources naturelles qui vont ensuite être valorisées et mises dans le marché. Et par ce processus en fait, de valorisation des ressources naturelles, l'entreprise ou l'État cherche à faire du profit. Ce qui change, c'est que jusqu'à maintenant, les États européens ont pu satisfaire leurs besoins en matières premières par des extractions, par le modèle extractiviste. Donc, pour les États européens, ils étaient plutôt tournés vers l'Afrique, continent qu'ils ont colonisé puis contrôlé par divers moyens post-coloniaux. Enfin, on peut penser à la France-Afrique et à toutes les stratégies des différents États européens pour continuer à contrôler ces pays en période post-coloniale. Et on retrouve ces mêmes schémas en Amérique latine, en Chine. Et ce qui change actuellement, c'est que désormais, l'Union européenne veut appliquer ce modèle à l'intérieur donc, du continent européen et cherche à extraire ces ressources dans son propre sol. Et il se pose toujours la même question, même si ça se passe en Afrique, même si ça se passe en Amérique latine, de la population locale qui fait, on pourrait dire, ces sacrifices, qui subit les conséquences immédiates des extractions. Est-ce qu'il bénéficie après de ce qui est extrait? Est-ce qu'il bénéficie du lithium, du cuivre, etc., etc., etc. C'est le même cas, même si ce n'est pas dans le même ordre de grandeur, comme dans le cas de l'Afrique ou comme dans le cas de l'Amérique latine ou de l'Asie centrale. Mais les habitants, par exemple, de Halkidiki, les habitants des Chaussières à Auvergne, qui va voir se construire à proximité de leur village l'une des plus grandes mines de lithium en Europe, la plus grande en France. Qu'est-ce qui se passe pour eux? Est-ce qu'ils font ce sacrifice? Ils sont eux qui, au nom de la transition écologique et du fait qu'il faut produire plus de métaux en Europe pour être indépendant de la Chine, pour être indépendant des importations. Voilà. Je pose la question comme ça. Je sais pas quelle est la réponse. Mais c'était toujours comme ça, mais maintenant on le voit plutôt en Europe. Même si, avec les projections actuelles, même tous les projets qui sont en train de s'implanter, de se mettre en place en Europe, ne vont couvrir qu'à peu près 10% des besoins européens. Oui, après c'est mon avis. Moi je pense que si on regarde du côté de l'Amérique latine, on a la réponse. Parce qu'en fait, au début des années 2000, les gouvernements de gauche latino-américains ont mis en place des stratégies économiques de manière totalement ouverte et transparente. Enfin, c'était dans leur programme, les gens ont voté pour ça. Les programmes des partis étaient formulés sur le fait qu'on va faire de l'extractivisme, mais c'est l'État qui va organiser l'extractivisme. Et c'est comme ça qu'on va financer le développement social
du pays. Et c'est des politiques qui ont été menées de manière, par exemple au Brésil, de manière ouverte. Et on a du recul, on a 25 ans de recul sur ces politiques-là. Effectivement, ça a été une source. Et là, on parle d'États qui ont organisé l'extractivisme. Alors que là, on est plutôt sur le cas d'entreprises qui vont organiser l'extractivisme. Mais même dans le cas des États, oui, ça a rapporté de l'argent, mais ça n'a pas changé radicalement les structures sociales en Amérique latine. Ça n'a pas révolutionné les sociétés, ça n'a pas apporté cette égalité promise. Alors que c'était des projets qui ont été quand même bâtis sur des promesses d'égalité sociale et tout ça. Là, avec les projets extractivistes en Europe, ils ne promettent même pas ça. Ils promettent au mieux des quelques postes de payés au SMIC pour des travailleurs locaux non qualifiés. Donc, je pense que c'est évident, en fait, que... Για μας θα ήταν σημαντικό να λαμβάνουμε υπόψη όταν χαιρόμαστε παραδείγματος χάρη με αυτή τη μετάβαση. Pour nous, il est important de prendre en compte ce que signifie cette transition énergétique. 2 chiffres pour comprendre la situation. Une voiture conventionnelle nécessite environ 20 kg de cuivre, alors qu'une voiture électrique nécessite 70 kg de cuivre, 46 kg de nickel au lieu de 4, 17 kg de zinc au lieu de 10 et 12 kg de cobalt, alors que les voitures conventionnelles n'en ont pas besoin. La carbonisation et l'électrification de la vie sociale et économique nécessitent donc une augmentation multiple de l'extraction et de la production des matières premières minérales nécessaires. Cela signifie une augmentation de l'exploitation d'un nombre croissant de mines et qui se trouvent en plus sur le sol européen, car l'industrie européenne fait actuellement n'importe quoi. C'est ça qui est comico-tragique. Et en effet, toutes leurs mesures sont comme ça, absurdes. Ils sont au bord du gouffre. C'est ça qui rend la situation grotesque. Ce n'est pas simplement que l'Union européenne souhaite produire en interne les métaux dont elle a besoin, parce que dans tous les cas, ils n'appartiennent pas à l'Europe. Eldorado, qui est active, est considérée comme l'une des grandes entreprises dans le secteur minier, dans le marché européen, vend en réalité la majeure partie de son produit, le concentré, à la Chine. La plus-value générée par ces activités, et plus spécifiquement les métaux extraits, ne reste pas en Europe. Là encore, l'Europe devra l'acheter à une entreprise canadienne. En d'autres termes, il n'y a pas de changement dans l'équation. L'enjeu en réalité est que l'Europe ne produit pas de métaux. Il ne s'agit pas d'une société minière publique, par exemple, qui conserverait le métal qu'elle produit dans son propre pays et l'utiliserait dans sa propre industrie ou, je ne sais pas, au sein de l'Union européenne. De manière générale, le nord de la Grèce est destiné à devenir le champ minier de l'Europe, car il s'agit de l'un des grands gisements européens. Ce pays a cette chance, pourrait-on dire. Ce que nous avons vu dans les programmes européens, c'est que le pays cible pour ce type d'activité est principalement la Grèce, suivie par la péninsule ibérique et les pays scandinaves, qui ont bien sûr leur propre activité. Bon, la région scandinave est un autre cas. Oui, du coup, on vient d'écouter les camarades de Megali Panaya nous donner quelques exemples de l'utilisation des lithium, de l'utilisation des terres rares et d'autres métaux qui sont nécessaires pour arriver à, par exemple, avoir des véhicules, des voitures électriques, pour arriver à la transition écologique, pour changer le mode de consommation et rendre notre société moins dépendante à l'utilisation des ressources fossiles. Ce qu'il faut souligner ici, c'est que si on regarde autour de nous, tout ce qui est autour de nous, ça contient, par exemple, notre téléphone portable, ça contient plus de 50 différents métaux.
Même si, alors qu'il y a 20 ans, ce n'était pas du tout le cas. On avait des technologies beaucoup plus simples, beaucoup moins fines et qui ne nécessitaient pas cette grande variété de métaux. Et à cause du fait que ça devient de plus en plus raffiné, les échelles deviennent de plus en plus fines, aujourd'hui, c'est pratiquement impossible de recycler tout ça. Donc on prend... Oui, on est en train de voir un mélange de plus en plus... qui contient de plus en plus de métaux qu'il faut extraire quelque part et que... Voilà. Que ça devient très compliqué faire les recyclages, que ça devient très compliqué trouver tous ces métaux, que ça devient très compliqué parce qu'après, toutes les régions qu'il y a un extractivisme, après, on ne peut plus cultiver, on ne peut plus vivre. Et les gens, tous les populations, même ici en France, toutes les régions il avait avant des mines, ce sont les plus pauvres de la France aujourd'hui. Oui, je pense que t'as raison de voir un peu si on regarde par exemple du côté français, la France qui est un pays avec un passé minier important, un passé minier que la Grèce n'a pas vraiment. Effectivement, qu'une fois, parce que les mines, ça fonctionne par cycle et par produit, et par exemple, une fois le cycle des régions minières dans le nord de la France est terminé, ces régions-là, le nord de la France, est dans une sorte de crise sociale permanente depuis les années 70-80. Donc ça fait maintenant, on est deux générations plus tard, il n'y a toujours pas de solution à ceci. Et quand on va, par exemple, en Grèce, développer du coup le secteur minier, on développe donc en fait des crises sociales à venir quand ces mines vont devoir fermer à un moment. La seule chose pour la Grèce, elle est vraiment forte, c'est le tourisme. Si on annule ça aussi, finalement, c'est quand même, si on se met des bâtons dans les rues, ça n'a pas de sens. Je voulais revenir un peu sur le fait de la consommation, du besoin qui va s'accroître en termes de matières premières comme le lithium, le cobalt, tout ce qui est nécessaire pour produire notamment des véhicules électriques. Aussi bien que d'autres appareils, par exemple les téléphones portables, nos ordinateurs, etc., mais principalement sur le véhicule électrique, parce que c'est la solution proposée pour, justement, même par les plans et les projections pour l'avenir et la décarbonation de la France, et aussi d'autres pays européens, l'Union européenne en gros, c'est la solution pour la mobilité. Donc, dans un livre qui est intitulé « La rouée minière au XXIe siècle », écrit par une journaliste qui s'appelle Célia Izoard. Izoard ou Izoard ? Izoard, j'imagine. Je ne suis pas sûre qu'elle soit juste une précision. Je ne suis pas sûre qu'elle soit journaliste. Je pense qu'elle est chercheuse. Ah, ok. Juste pour... Enfin... Ok, peut-être je me trompe. Du coup, dans ce livre, elle part du constat paradoxal que pour répondre au changement climatique et de répondre aux défis de la décarbonation, on se repose et on renforce l'activité la plus destructrice de l'humanité, à savoir l'extraction minière. Et elle cite un exemple assez marquant, qu'il a tiré par un rapport de l'Académie des sciences, qui dit que pour arriver à atteindre les objectifs fixés par la France à l'horizon 2030, entre 2030 et 2050, parce qu'il y a des différentes dates cibles, pour l'électrification de la flotte des automobiles, il faut aujourd'hui utiliser la totalité des quantités du cobalt et du lithium qui sont extraits à l'échelle mondiale. C'est-à-dire toutes les mines de cobalt et de lithium utilisées jusqu'en 2030 avec la capacité actuelle, juste pour électrifier moins que la moitié de la flotte des véhicules.
vous comprenez alors, tout le monde peut comprendre que c'est reposer, qui est atteindre, oui, comment dire, qui est juste à travers l'électrification, à travers l'électrification, et ces solutions nécessitent un recours énorme à des métaux rares pour lesquels on n'a pas encore la capacité. Oui, mais juste, après, ça c'est un peu peut-être mon interprétation, mais je pense aussi que, parce que dernièrement, les derniers mois, l'Union européenne affiche très clairement cette volonté de faire des mines partout en Europe, là où il y a des métaux, il faut extraire. Certes, les arguments qu'ils vont mettre en avant, c'est les arguments de la transition écologique, entre beaucoup de guillemets, donc électrification, des mobilités et tout ça. Mais je pense que derrière ça, et ça devient de plus en plus évident en fait, et même les dirigeants européens en parlent de plus en plus ouvertement, il y a des questions en réalité stratégiques et militaires. L'industrie des armes, c'est aussi une industrie hautement technologique. Et en fait, les armes du 21e siècle sont en fait des armes intelligentes qui nécessitent donc tous ces métaux pour produire des micropuces, des capteurs. Et donc, en fait, l'industrie de l'armement européen repose sur la capacité de l'Union européenne à assurer son approvisionnement en métaux miniers, en métaux rares. Ce qui explique peut-être pourquoi les gouvernements sont prêts à soutenir avec tant d'ardeur ces projets miniers, à dépenser des milliards d'euros. Donc je pense qu'il y a aussi ce côté stratégique et militaire qu'il faut tenir en compte. Oui, il y a ça aussi. Et qui est d'autant plus marquant quand on regarde quand on voit qu'aujourd'hui, la majorité, la grande majorité de ces minéraux, par exemple du lithium, sont importés. Il n'y a pas de production en Europe. Donc, en même temps qu'on va avoir une industrie militaire qui va croître parce qu'on a la menace de la Russie, je ne sais pas quoi, et toutes ces choses, on peut aussi avoir des ressources, assurer nos ressources à ces métaux qui sont nécessaires pour justement redynamiser l'industrie militaire. Μέσα στο κήπο της δικιάς μου μοναξιάς κάτι πουλιά πετούν πάνω απ' τη στάχτη που αφήσε πίσω το όταν έφυγε ο νοτιάς και μου τραγουδάνε η αγάπη θα έρθει, θα έρθει. Μέσα στους στιχούς της μικρής μου φυλακής κάποιος διαβάζει της παλάμης μου το χάρτη, βλέπει τους δρόμους της χαμένης μου ζωής και μου τραγουδάει η αγάπη θα έρθει, θα έρθει, θα έρθει. Ένα απόγευμα ζεστό θα μπει στον κήπο αυτό, όλο το φως που υπάρχει θα έρθει με ένα ποδήλατο λευκό, θα κοιταχτεί μες στο νερό και θα ρωτάει να μάθει πότε γεμίσει ο κήπος με πουλιά, πόσο είχε λείψει εκεί μακριά, ποιος τα φροντίζει τα ανθή.
Μέσα στο κήπο της δικιάς μου μοναξιάς κάτι παιδιά που γκρέμισαν το φράχτη μου παν σε είδαν πάλι απ' έξω να περνάς και έπειτα είπαν η αγάπη θα έρθει, θα έρθει. Θα έρθει ένα απόγευμα ζεστό, θα μπει στο κήπο αυτό όλο το φως που υπάρχει. Θα έρθει με ένα ποδήλατο λευκό, θα κοιταχτεί μες στο νερό και θα ρωτάει να μάθει πότε γέμισε ο κήπος με πουλιά, πόσο είχε λείψει εκεί μακριά, ποιος τα φροντίζει τ' άνθη. Μέσα στους στίχους της μικρής μου φυλακής κάποιος διαβάζει της παλάμης μου το χάρτη, βλέπει τους δρόμους της χαμένης μου ζωής και μου τραγουδάει η αγάπη θα έρθει, θα έρθει. Vous écoutez toujours Radio Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM. On va clôturer bientôt l'émission Radio Fricot de l'initiative grecque, en 15 minutes. Là, on va parler du comité de lutte et de comment l'autogestion fonctionne là-bas. Tu veux rappeler quelques dates, peut-être? Il y a... Déjà, j'ai parlé avec Meral Panaya il y a 10 jours. Alors, on a les dates pour cette année. Ça fait quand même une dizaine d'années qu'il organise un camping militant dans la montagne. Ça s'appelle 10 jours de lutte. Et là, cette année, c'est de 18 juillet à 27 juillet. Et tout le monde est invité. Et c'est 10 jours avec des discussions, des concerts, des excursions. C'est dans la montagne des Skouries. On voit à la fois la destruction que la déprise a fait à la montagne, mais aussi les beautés qu'il y a autour et pourquoi il faut les protéger. Parce que tout n'est pas perdu et tout n'est pas détruit, bien sûr. Et aussi, c'est vraiment 10 jours avec des discussions et des présentations de luttes de partout dans le monde. Du coup, il y a des interventions en français ou en espagnol. Voilà, je ne connais pas les programmes de cette année, je ne pense pas qu'ils l'ont déjà. Mais si vous allez sur le site de Meral Panaya, de Epitropie Panayas, il est sur Facebook, mais aussi sur il y a aussi un blog. Site, struggleforskouries.org. Mais on mettra, peut-être quand on postera l'émission sur YouTube, on mettra en description tout ça, tous les liens, le programme, etc. Et aussi, il y a, là, à Meral Panaya, les gens continuent. Là, ils vont faire une coopérative, un café coopératif pour justement pouvoir s'organiser mieux et continuer leur lutte plus avec l'espoir qu'ils vont gagner. Η Επιτροπή Αγώνα λοιπόν συνεχίζει μέχρι και σήμερα να κάνει τις τακτικές της ανοιχτές συνελεύσεις σε εβδομαδιαία βάση.
Le comité de lutte continue encore aujourd'hui à organiser ses assemblées ouvertes de manière hebdomadaire, produisant réflexion et action en résistance face à ces conditions, dans un paysage qui s'annonce, si ce n'est déjà, bien sombre. L'affaire des mines est un processus de longue haleine. Comme je l'ai mentionné plus tôt, il suffit de penser que tout a commencé en 2004 et qu'à ce jour, l'entreprise n'a toujours pas achevé son projet. Elle reporte la production encore et encore, dilapidant essentiellement les fonds qui lui sont alloués. La poursuite de notre lutte, aussi éprouvante soit-elle, car 20 ans, ce n'est pas rien, c'est une part essentielle de la vie de beaucoup d'entre nous. Nous considérons que continuer ce combat est d'une importance cruciale. Nous pensons aussi que les luttes contre l'extractivisme ne sont pas une question locale, ni une problématique qui peut être résolue localement. C'est une cause mondiale. De l'Amérique latine à l'Europe, la colonisation des territoires par les multinationales ne sème que déclin et mort. En ce qui nous concerne, nous continuerons de tisser des liens avec ces luttes, en Grèce et ailleurs dans le monde. Chaque été, un camp de lutte de 10 jours est organisé à très faible distance du chantier d'Eldorado. Là-bas, nous avons le privilège de recevoir, et nous continuerons à recevoir, la solidarité de toutes celles et ceux qui, depuis 11 ans, participent chaque année à ces 10 jours d'échange et de résistance. Sur place, nous continuerons à apprendre, à coexister, à communiquer, à partager idées et opinions, à nous informer. Nous continuerons de manière ou d'une autre à poursuivre notre engagement. Nous pensons que notre simple présence dans la forêt est une valeur en soi. Et cela, nous ne voulons pas l'abandonner. En d'autres termes, nous refusons d'abandonner la forêt elle-même, d'arrêter d'y aller, de la laisser uniquement sous l'influence de l'entreprise. Nous continuons à aller dans la forêt et nous voulons continuer à y aller. C'est pour cela que nous considérons qu'il est essentiel d'organiser chaque année ce festival de 10 jours. Donc, on est toujours sur Paris Fréquence Plurielle 106,3. Et donc, cette émission, pour peut-être celles et ceux qui arrivent trop tard, était sur... on a parlé d'une lutte qui dure depuis très longtemps dans la forêt de Skouliès, dans la Grèce du Nord, contre un projet d'extraction minière. Et donc, on vient d'entendre les camarades qui luttent là-bas et qui essayent toujours de continuer à persévérer dans leur lutte pour que le projet d'extraction minière ne puisse pas avoir lieu. Et donc, cette émission, vous pouvez aussi la retrouver sur YouTube. Elle sera postée donc sur la plateforme et on mettra aussi tous les liens et les ressources que vous pouvez trouver si vous voulez lire plus sur la question ou voir ce que les camarades font là-bas actuellement, avec aussi le festival qu'ils organisent pendant l'été. Et ça, c'est du coup sur la chaîne de l'initiative grecque, Radio Frico, le nom de l'émission. Et l'émission de mai, du coup, portera sur, j'imagine vous avez vu, la collision de trains, le crime qui a eu lieu à Thèbes il y a 2 ans, et les grosses mobilisations, enfin c'était les plus grosses mobilisations depuis la dictature globalement, quand 1 personne sur 4 était dans tous les villages, enfin partout en Grèce, tout le monde était mobilisé. Du coup, on va expliquer, décortiquer plus en détail tous les côtés de ce crime, tous les trucs hallucinants qui se sont passés, les couvertures, voilà, si quelqu'un veut expliquer un peu plus, je sais pas. Non, ça va être intéressant. Vous allez voir. Parce que c'est beaucoup plus que ça a l'air de l'être. Oui, voilà. C'était quand même 57 morts. Il avait 57 morts. C'était 2 trains qui se sont... Il y avait une collision frontale et un des 2 trains, il avait des étudiants, des gens qui allaient en vacances parce que c'était des vacances scolaires et après ils retournaient, ils ne sont jamais retournés chez eux. Et toute la Grèce entière ne peut pas pardonner les gouvernements pour ces crimes, parce que c'est un crime. Et ça, c'est très bien que vous allez faire cette émission quand même, c'est vraiment très important. Oui, je pense que c'est important aussi
peut-être cette émission sera aussi une opportunité de discuter sur les possibles qui s'ouvrent actuellement après ce crime, quelle dynamique sociale et politique est en train d'être mise en place. C'était vraiment... Enfin, même pour nous, c'était inattendu l'ampleur de la mobilisation de la dernière manifestation. Enfin, vraiment, tout le monde, c'est que les gens ont dit. Moi, personnellement, je n'étais pas en Grèce, mais mes parents, par exemple, y étaient, on en a parlé, et tout le monde a dit, mais moi, j'ai jamais vu ça de ma vie, en fait. Et je pense que c'est révélateur que, je sais pas, peut-être il y a quelque chose qui s'ouvre actuellement en Grèce, une brèche, quelque chose, impossible, peut-être pas. Moi, j'ai vu la mobilisation qu'il a mené le mouvement de Chalkidiki et la politisation des jeunes sur la Grèce du Nord. Là, moi, j'attends une politisation et une prise de conscience politique des jeunes là actuellement. Et ça ne va pas être juste au nord de la Grèce, ça va être dans toute la Grèce. Parce que moi, je suis allée à la manif de Thessalonique, je l'ai filmée et j'ai vu vraiment la jeunesse dans la rue. Pas seulement les gens, des adultes, mais les jeunes. Qu'il était chaque enfant avec un panneau sur les mains, un carton qui disait un slogan qui à leur âge, moi, je n'avais jamais pensé à aller à une manifestation avec en plus un slogan, un pancart. Du coup, je pense que ça peut ramener quelque chose de bien, cette mobilisation. Mais du coup, on attend mai pour parler un peu plus de ça, et on voulait quand même remercier les camarades de là-bas pour avoir pris le temps de discuter avec nous, de nous expliquer tout ce qui se passe là-bas, de nous avoir enrichis comme ça. Et Niki aussi d'avoir été là pour approfondir à travers tout ce qu'il a pu connaître pendant son documentaire. Merci de m'avoir invité. Et voilà. Βρίσκεται κρυμμένος στα νύχια σου ο Θεός. Μα εσύ πιο πολύ μου μοιάζεις για λύκος νηστικός. Κι όταν στα πρόβατα αγορεύεις για του έθνους το καλό, διάολε σε βλέπω να χορεύεις του κτίνου στο χορό. Πώς γίνεται η αγάπη να ζει απ' τη λέξη εχθρός, και πώς θα βρω τη σωτηρία σκυμμένος και βουβός. Κι αν πάλι αυτό το τραγουδάκι σου μοιάζει ερετικό, διάολε φύγε από μπροστά μου, μου κρύβεις το Θεό. Ποιος παλεύει
Πώς γίνεται η αγάπη να ζει απ' τη λέξη εχθρός. Και πώς θα βρω τη σωτηρία σκυμμένος και βουβός. Κι αν πάλι αυτό το τραγουδάκι σου μοιάζει ερετικό, διάολε, φύγε από μπροστά μου, μου κρύβεις το Θεό. Ποιος καλύζει το σκοτάδι στην ψυχή μου κι όταν χαίρομαι ποιος κλαίει.